Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à la situation pour le conflit entre les États-Unis et l'Israël contre l'Iran, qui sera animé par notre experte Béatrix Renaud. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire que vous m'entendez bien en faisant un petit pouce? Parfait. Si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez aussi appeler avec votre téléphone via le numéro qui est présent sur l'écran pour pouvoir assister au webinaire. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire. Notre experte Béatrix y répondra à la fin. Et Béatrix, la parole est à toi. Merci beaucoup Antoine et bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés en si grand nombre à ce webinaire ce matin. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, vous verrez que je suis sans mes deux acolytes habituels, Alexandre et Michel, qui sont restés sur le plateau d'assistance pour continuer de répondre à vos demandes d'information et d'assistance. Voici donc l'agenda que je vous propose. D'abord de passer en revue point de situation régional et de regarder quelles sont les perspectives à court terme. On regardera également quelles sont nos recommandations pour assurer la sûreté de vos collaborateurs qui se trouvent sur zone. Je vous parlerai aussi de l'appui opérationnel que l'on est en capacité de vous fournir et puis aussi vous donner un peu de visibilité sur les missions d'évacuation qui sont actuellement en cours. Et puis enfin, je vous rappellerai quels sont les outils à votre disposition pour avoir un accès très rapide à de l'information fiable, vérifiée, et puis aussi à vos centres d'assistance. Alors, l'état des lieux, je commence par vous donner déjà, en ce 3e jour de guerre, un point de situation sur les informations de cette nuit et de tôt ce matin, avant de revenir sur une vision un petit peu plus macro. Nouveauté, ce sont des frappes israéliennes qui ont été menées cette nuit sur le sud de Liban. On recense une trentaine de morts et Israël prévient de l'intensification des frappes à venir en réponse à des frappes du Hezbollah qui ont eu lieu sur le territoire israélien. On a aussi donc une poursuite d'explosions qui ont été entendues à Doha, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Jérusalem, à Erbil, au Kurdistan irakien, mais aussi au Koweït et plus particulièrement sur le site de l'ambassade américaine. À Téhéran, cette nuit, plusieurs vagues d'attaques se sont succédées et là aussi, on s'attend à une intensification des frappes selon les dires de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Quant au Golfe, ce sont, selon les États-Unis, 400 missiles et 800 drones qui ont été envoyés sur les pays qui composent cette région, les Émirats arabes unis ayant été les plus ciblés à date, y compris installations civiles, hôtels, résidences et l'aéroport international de Dubaï qui, vous le savez, est le plus grand hub de la région. Bien que la plupart des projectiles aient été interceptés, on sait toujours qu'il peut y avoir du dommage collatéral du fait de débris. Côté américain, on annonce 3 soldats américains tués, sans plus de précision à ce stade, et Donald Trump qui déclarait hier soir que le conflit pourrait durer, je le cite, au moins 4 semaines. Donc, voilà, une indication que c'est un conflit qui pourrait s'inscrire dans un temps relativement plus long que ce que l'on avait pu connaître par le passé. Et puis ce matin, et je sais que certains d'entre vous sortent d'un call avec le centre de crise, mais voilà, la France qui se dit prête à participer à la défense des pays du Golfe. Et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui indique que 400 000 ressortissants français se trouvent dans la zone sans confirmer de victimes à ce stade. Voilà, et puis la dernière information que l'on a eue, c'est également une remontée par la ministre des Affaires étrangères britannique qui indique qu'une piste d'atterrissage d'une base aérienne anglaise à Chypre a été frappée par un drone. Voilà, donc je reviendrai sur ces différentes informations, mais comme ça, vous avez les plus fraîches en votre possession. Si on revient au commencement, donc Israël et les États-Unis ont lancé une opération militaire conjointe dénommée Epic Fury contre l'Iran vers 9h55 du matin, heure locale, le samedi 28 février. Et à ce jour,
Israël et les États-Unis continuent de mener une opération militaire étendue et de grande envergure contre l'Iran. Vous le savez, c'est une opération qui est menée après plusieurs semaines de renforcement militaire significatif des forces américaines à travers le Moyen-Orient. Les frappes du 28 février ont été décrites par des responsables israéliens comme, je cite, une offensive militaire préventive visant les programmes nucléaires et balistiques de l'Iran. On verra que ça ne se limite pas uniquement à cela. L'opération est intervenue après 3 cycles de négociations entre les États-Unis et l'Iran au sujet de l'enrichissement de l'uranium et des questions connexes qui n'ont pas finalement permis de surmonter des divergences majeures, notamment sur les restrictions relatives aux missiles et au démantèlement des infrastructures nucléaires. Israël avait de son côté affirmé à plusieurs reprises que les efforts diplomatiques seuls étaient insuffisants pour lutter contre ce qu'Israël considère comme une menace existentielle liée donc aux capacités croissantes de l'Iran. L'opération militaire en Iran a ciblé jusqu'à présent au moins 24 des 31 provinces iraniennes. Je vous ai mis sur la droite une carte. Je ne vous cite donc pas toutes les localités qui ont été ciblées puisqu'elles sont représentées. Vous le voyez, vous l'avez su, hein, le centre de Téhéran a donc lui aussi été touché. À la fois des sites militaires, des sites du gouvernement comme le ministère du Renseignement, le ministère de la Défense, l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, ainsi que un complexe militaire. Mais on a également d'autres sites liés notamment au système de défense aérienne ou à des sites de lancement d'armes à Téhéran et ailleurs, bien sûr, qui ont été pris pour cible et qui continuent de l'être. Selon le Croissant Rouge iranien, le bilan de ce matin faisait état d'au moins 555 victimes. Ce qui ne vous aura pas échappé non plus, c'est que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué lors d'une frappe conjointe américano-israélienne. Son décès a été confirmé tôt hier matin. L'Iran est donc entré dans 40 jours de deuil. Le décès du guide suprême déclenche un processus constitutionnel de succession, c'est quelque chose qui est prévu. Le président, le chef de pouvoir judiciaire et un religieux désigné par le Conseil des gardiens formeront un conseil de direction temporaire. Ali Larijani, qui est le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a déclaré la mise en place hier donc, de ce conseil intérimaire. Il a aussi déclaré hier, plus tard dans la journée, qu'il n'était pas disposé à négocier avec les États-Unis. On a également observé à Téhéran des rassemblements, ainsi que dans d'autres villes, mais suite à l'annonce de la mort d'Ali Khamenei, à la fois des rassemblements de deuil, mais aussi, selon certains, des rassemblements célébrant plutôt la nouvelle. Et puis, à signaler également qu'une quarantaine de personnes occupant des postes clés au sein de l'appareil militaire et sécuritaire ont été tuées lors de ces frappes israélo-américaines. On n'a pas encore la liste intégrale de qui sont ces 40 personnes, mais figure sur cette liste le commandant du corps des gardiens de la Révolution islamique, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et puis on a aussi des rumeurs qui indiqueraient que l'ancien président Ahmadinejad figurerait également parmi les victimes. Maintenant, du côté d'Israël, dans la foulée du démarrage de cette opération militaire, un état d'urgence a été instauré par les forces de défense israéliennes. L'Iran a mené donc, dans la foulée, donc à partir de 10h20 heure locale, des frappes de représailles par missile et par drone à travers Israël. Et bien entendu, les systèmes de défense aérienne ont été activés pour contrer ces attaques. Aujourd'hui, le commandement du front intérieur a émis plusieurs restrictions de déplacement, restrictions liées au travail, liées à l'enseignement, liées au rassemblement public, etc.
jusqu'à nouvel ordre, et on sait qu'au moins 100 000 réservistes ont été mobilisés dans le cadre de cette opération contre l'Iran. Voilà, et puis depuis ce matin, on continue d'observer que les sirènes d'alerte aérienne sont activées à plusieurs reprises et vraiment sur toute l'étendue du territoire, avec les systèmes de défense qui continuent d'intercepter plusieurs salves de missiles balistiques et de drones iraniens. Du côté des monarchies du Golfe, alors je pense que mes statistiques pour le Qatar sont déjà dépassées, mais voilà, le Qatar figure parmi les pays à faire l'objet d'attaques de représailles. Hier, donc la journée du 1er mars, au moins 80 tirs de missiles avaient été interceptés par les autorités qataries, qui ont par ailleurs émis une alerte d'urgence conseillant aux résidents de rester confinés et aussi suspendant tous les événements publics et les rassemblements jusqu'à nouvel ordre. Du côté de l'Irak, c'est... alors d'abord, pardon, du côté de Bahreïn, on a une attaque de drone qui a visé l'aéroport international dans la capitale Manama. Donc ça, c'était dans la nuit du 28 février au 1er mars. Pas de victimes, mais des dégâts matériels qui ont été constatés. Du côté de l'Irak, c'est l'aéroport international d'Erbil, je vous le disais, donc dans le Kurdistan irakien, qui a été visé par une attaque de drone qui a causé des dégâts matériels sur l'aéroport. Et ce que l'on observe du côté de Bagdad, c'est dans la zone internationale, donc ce qu'on appelle la green zone, la zone verte. Depuis hier, on observe des mouvements de manifestants qui tentent de pénétrer cette zone. Du côté du Koweït, on a là aussi plusieurs personnes qui ont été des rapports de personnes blessées, notamment donc, suite à des attaques iraniennes. C'est la base américaine d'Ali El Salem qui a été visée. Donc ça, c'était le 28 février. Et puis ce matin, je vous le disais, des rapports ont émergé faisant état d'une attaque sur l'ambassade américaine. On y voyait des très épais nuages de fumée s'en échapper. Du côté des Émirats arabes unis, voilà, c'est le territoire qui, à date, semble être le plus impacté, avec des attaques de drones et de missiles, ainsi que des interceptions. Donc, on a à la fois des attaques directes et qui, au-delà de cibler des infrastructures militaires, ont aussi pris pour cible des infrastructures civiles, des hôtels, des résidences, l'aéroport de Dubaï, comme je vous le disais en introduction, avec des dégâts, aussi des dommages collatéraux qui ont été recensés. On y reviendra sur ce que ça signifie. Et puis, enfin, du côté d'Oman, on a recensé, alors de manière non exhaustive, mais une attaque sur un port du sud du pays, ainsi que sur un pétrolier près du port de Ras Ab. Oman qui tente de nouveau de s'imposer comme médiateur, mais voilà, il faut dire que c'est encore très tôt. Du côté de l'Arabie Saoudite, pas de mise à jour saillante. Du côté de la Jordanie, on a eu le retentissement des sirènes aériennes, notamment puisque la Jordanie a intercepté plusieurs missiles. Et donc, voilà, il y a eu des débris qui sont tombés du ciel, mais sinon, pas d'autres faits saillants à vous signaler pour la Jordanie. La Cisjordanie, j'en ai pas parlé, mais ont également connu des chutes d'éclats qui provenaient donc des frappes iraniennes.
Voilà, et puis le Liban, j'en parlais en introduction, hein, c'est le dernier territoire, si on peut dire, à s'inviter dans ce nouvel enfin, voilà, épisode de guerre avec des attaques aériennes qui ont été signalées à la fois sur le sud du Liban, mais aussi sur la capitale, Beyrouth. Je vous propose aussi un état des lieux aérien qui est toujours très attendu puisqu'il conditionne naturellement les options de sortie du territoire. Donc voilà, je vous l'affiche tel qu'on le connaît actuellement et sachant que voilà, c'est susceptible d'évoluer très rapidement comme vous le savez. Ce que l'on sait, c'est que l'espace aérien en Israël est fermé au moins jusqu'au 6 mars, celui de l'Iran jusqu'au 3 mars, de Bahreïn. Alors, on verra si la fermeture jusque tout à l'heure sera prolongée. Du côté de la Jordanie, il est ouvert, mais sous conditions, sachant qu'il est fermé entre 15 h et 6 h du matin, temps universel, et que durant les horaires d'ouverture, on nous indique qu'à peu près 56% du trafic aérien normal est géré. Donc voilà, ouvert mais sous lourdes conditions. Voilà. Du côté du Qatar, l'espace aérien est fermé jusqu'à nouvel ordre. Du côté de l'Irak également, du Koweït également, du côté des Émirats arabes unis, à prendre avec beaucoup de précautions, mais l'espace aérien a partiellement réouvert ce matin, donc c'était à compter de 7 h temps universel. Et en fait, il y a des FIR, enfin des couloirs aériens très spécifiques qui sont mis en place, notamment donc survolant Oman, puisque comme vous le voyez sur la ligne en dessous, l'espace aérien d'Oman est ouvert. Et d'ailleurs, on sait que plusieurs compagnies aériennes régionales cherchent à augmenter leur capacité en fait, de vol au départ d'Oman, puisque c'est un espace aérien qui est le moins compromis, on va dire, à ce stade. Donc, on a effectivement des vols, là je peux vous dire, pour Amman, pour Dubaï, voilà, pour d'autres. Alors là, ces vols-là ont été annulés, mais on a d'autres liaisons aériennes comme vers le Caire ou vers l'Inde qui sont à ce stade maintenues. Du côté de l'Arabie Saoudite, l'espace aérien est ouvert sans restriction. Du côté de la Syrie, il est fermé. Et puis, concernant Air France, donc une suspension des vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad a été hier annoncée jusqu'au 3 mars. Bien sûr, celle-ci est susceptible d'être prolongée dans le temps. Voilà pour cet état des lieux aériens que nos équipes vraiment tiennent à jour à la minute, puisque voilà, c'est assez volatile. Alors, quelques perspectives. Donc, c'est vraiment des perspectives à chaud. Donc, je vous propose quelques perspectives à très court terme. Le temps voilà, qu'on consolide, qu'on continue de consolider notre analyse à moyen et long terme. Mais ce qui semble en tout cas s'inscrire, c'est une continuité des opérations conjointes entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, au moins pour les 24 à 48 prochaines heures. Et on a plusieurs signaux émanant de la rhétorique politique à la fois d'Israël et des États-Unis qui indiquent qu'il s'agit véritablement d'une campagne militaire de grande envergure. Et les déclarations des dirigeants américains et israéliens soulignent que l'objectif est d'éliminer la menace posée par les programmes balistiques et nucléaires iraniens. Ça, on l'a dit. Ce qui laisse penser que l'opération prendra plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comme l'a laissé entendre hier soir Donald Trump. Mais au-delà de ça,
Israël et les États-Unis sont aussi susceptibles de poursuivre leurs tentatives de ciblage de personnalités spécifiques de premier plan au sein des sphères politiques, sécuritaires et religieuses iraniennes. Il n'existe pas à ce stade d'efforts diplomatiques significatifs connus visant à désamorcer la situation et ramener les différentes parties autour de la table des négociations. Et même en cas de pression diplomatique internationale sur les États-Unis et sur Israël pour mettre fin à leurs opérations, on a vu différentes déclarations conjointes, que ce soit du côté des Européens ou du côté des monarchies du Golfe. À ce stade, de très court terme, il est très peu probable qu'elles aboutissent. Et puis donc du côté de la riposte iranienne, encore une fois, 24-48 heures, l'Iran poursuivra le rythme et l'ampleur et l'intensité des attaques contre des cibles à la fois israéliennes, américaines, dans l'ensemble de la région, en représailles aux attaques et aussi à la mort du guide suprême et d'autres personnalités. Et l'Iran pourrait donc, en ce sens, élargir l'éventail des cibles qu'il entend frapper. Et on commence d'ailleurs maintenant à le voir depuis au moins 24 heures, au-delà des actifs militaires américains dans la région. On voit aussi la volonté de cibler des infrastructures civiles telles que les aéroports, majeurs de la région. Voilà, et on pourrait aussi imaginer que l'Iran chercherait à infliger des dommages supplémentaires en ciblant des infrastructures civiles critiques, notamment liées au pétrole et au gaz, et donc aussi à ce titre d'accentuer les perturbations du trafic dans le détroit d'Ormuz. 3 navires y ont été ciblés hier dimanche. La majorité des projectiles iraniens devraient continuer à être interceptés, compte tenu de la présence américaine significative dans la région et des capacités militaires qui ont été renforcées. Donc ça, c'est quand même important de le signaler. Après, le risque d'exposition accidentelle pour les civils et les infrastructures reste aussi un vrai sujet. Parce que aussi il peut y avoir, comme on l'a vu, des conséquences indirectes à la destruction même des missiles et des drones. Et d'un point de vue régional, les pays qui accueillent des sites militaires et diplomatiques américains déjà ciblés devraient adopter une approche prudente, maintenir la fermeture de l'espace aérien jusqu'à ce que la menace liée à ces frappes soit considérée comme maîtrisée, donc ce qui n'est pas encore le cas. Et voilà, on s'attend à ce que ces gouvernements s'engagent activement et tentent de coordonner avec le gouvernement et l'armée américain afin de garantir un soutien pour la protection contre les projectiles iraniens et leur interception. Donc voilà. Donc une fois que ça s'est dit, je le redis parce que c'est vraiment un élément clé de notre analyse, mais on continue de penser qu'il est peu probable que les projectiles iraniens causent des pertes ou des dommages significatifs. Mais encore une fois, en raison des conséquences indirectes, les autorités locales, comme certaines l'ont déjà fait, peuvent introduire des restrictions de déplacement, notamment des appels à rester confinés, et qui plus est autour de sites militaires ou de sites diplomatiques américains qui font partie des cibles premières, et ce à titre de précaution. De notre côté, notre analyse met en avant à ce stade que l'environnement sécuritaire dans les pays ou des sites militaires et ou diplomatiques américains
déjà ciblés ne devraient pas se détériorer du fait du conflit en cours et en représailles iraniennes. C'est pour ça, vous l'avez peut-être observé, mais nous n'avons pas accru notre risque rating pays ni pour les monarchies du Golfe, ni d'ailleurs pour aucun pays de la région du Moyen-Orient. Ce qui m'amène aux différentes recommandations sécuritaires pour vos collaborateurs se trouvant sur place, qu'ils soient voyageurs ou expatriés et leurs familles, ou bien sûr à destination de cette partie du monde qui est compromise du fait de la logistique actuelle. Donc, l'Iran, c'est un pays pour lequel le niveau d'évacuation est au niveau maximal, c'est-à-dire que cela fait plusieurs mois maintenant que l'on invite à évacuer le pays. Il faut aussi préciser que, étant donné que c'est un pays sous sanction, l'assistance internationale SOS est limitée, mais pas impossible. Et on a eu quelques demandes d'évacuation de l'Iran. Donc, si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous rapprocher rapidement du centre d'assistance pour qu'on puisse voir ensemble ce qui est possible et dans quelle mesure. Et bien sûr, on invite à surseoir à tout déplacement, ça va sans dire. Du côté d'Israël et des territoires palestiniens, on invite à surseoir à tout déplacement et à considérer l'évacuation des personnels non essentiels. Et là, j'y reviendrai, mais pour vous dire, on a plusieurs mouvements d'évacuation qui sont en cours, soit via la Jordanie ou au sud via l'Égypte. Voilà, donc ça, ce sont les deux seuls pays pour lesquels nous avons un conseil d'évacuation précis. Vous le verrez que pour les autres pays que je vais vous détailler, le conseil est plutôt celui du confinement, surtout si à proximité de sites militaires ou diplomatiques américains ou israéliens. Et donc, ça concerne notamment le Bahreïn, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Pour ces différents territoires-là, nous invitons à surseoir à tout déplacement et surtout à tout transit. Et bon, parfois, vous n'avez même pas le choix puisque les compagnies aériennes vous annulent directement les vols, mais au moins jusqu'au 4 mars pour qu'il y ait, en attendant, une potentielle plus grande maîtrise de la situation et puis des réouvertures d'espace aérien. Il faut savoir que du coup, il y a une très très grande demande, une demande accrue pour des vols qu'on observe par exemple au départ d'Oman et que ça sature aussi les différents moyens pour quitter le pays. Je vous ai remis les conseils voyage que l'on donne pour le Liban et la Syrie, ainsi que pour le Yémen, voilà, pour toute personne qui s'interrogerait. Donc vraiment en synthèse, puisqu'on est extrêmement sollicité par cette question-là, hormis pour l'Iran et Israël pour les personnels non essentiels, mais nous n'estimons pas qu'un départ ou une évacuation des monarchies du Golfe soit nécessaire à ce stade. Bien sûr, je dis ça à l'instant T, on continue de suivre de très très près la situation en 24/7. Mais voilà, en raison donc des systèmes de défense aérien qui sont plutôt robustes et des moyens militaires additionnels qui ont été déployés dans la région, nous continuons d'estimer que la majorité des projectiles iraniens devraient être interceptés. Et donc, ces attaques ne constituent pas une menace pour l'environnement sécuritaire global de ces différents pays. Après, une fois que c'est dit, vous avez toujours la possibilité d'une erreur de calcul, etc. Mais on comprend que l'appétence au risque, que le niveau de confort peut varier selon le secteur d'activité, les personnes concernées, le type d'organisation, etc., etc. Et donc, si vous estimez qu'un départ ou une évacuation constitue la meilleure option, nous pouvons bien sûr regarder les différents plans d'action qui s'offrent à nous ensemble. Et donc,
voilà, regardez ce qui est possible et je reviendrai sur les différentes actions que nous sommes en train de mener avec d'autres organisations. Plus globalement sur les recommandations, bon, je pense qu'elles elles coulent de source, mais c'est toujours important de les rappeler, hein, de minimiser le temps qui est passé à proximité d'installations militaires et diplomatiques. Je sais aussi que pour certaines organisations, en fonction de la nature de votre activité, c'est aussi quelque chose qui est difficile à mettre en place. Je pense notamment au secteur de la défense. Donc voilà, on peut avoir des discussions en parallèle et en direct sur ces considérations-là. De vous conformer à toutes les directives et les instructions officielles qui peuvent être émises par les différents États respectifs, notamment en matière de procédures locales d'urgence et d'évacuation, de restrictions de déplacement, de confinement, etc. De tenir compte donc des fermetures des espaces aériens, des annulations de vol. Vous l'avez compris, la situation est très volatile, donc vraiment évolue heure par heure, mais parfois même à une fréquence plus élevée que cela. De savoir comment et où se mettre à l'abri si vous vous trouvez à proximité immédiate de frappes aériennes en cours. Il faut savoir que seuls Bahreïn et Israël ont des systèmes de warning d'urgence lorsque le pays est sous attaque, ce qui n'est pas le cas d'autres pays de la région. Du coup, c'est-à-dire que vous êtes au courant de l'attaque quand l'attaque où le débris est tombé, ce qui laisse du coup très très peu de temps pour se mettre en sûreté, auquel cas on vous recommande de rester là où vous êtes et de ne pas prendre le risque de se déplacer, qui plus est, à l'extérieur. Et puis, bon, concernant les différents plannings de vol, les horaires de vol, etc., il faut savoir que nous, chez International SOS, nous n'avons pas une visibilité exhaustive, hormis si vous êtes passé par notre propre agence de voyage pour sécuriser des trajets par voie aérienne. Donc, tenez-vous vraiment informés directement auprès de la compagnie aérienne. Et puis, enfin, tenez-vous informés des derniers développements sécuritaires via des sources vérifiées. Comme dans toute crise à l'ère du XXIe siècle, on voit énormément de fausses informations circuler. Donc, n'agissez surtout pas sur la base d'une information que vous n'avez pas été en mesure de recouper. On y reviendra, mais International SOS met énormément d'informations à votre disposition. Vous avez aussi le réseau diplomatique français, bien entendu. Et puis, voilà, d'autres capteurs, que ce soit vos capteurs directs sur le terrain ou la presse fiable internationale pour vous maintenir au courant. Je poursuis sur notre appui opérationnel. Donc, il faut savoir que nos centres d'assistance de Dubaï et de Londres sont pleinement mobilisés. Dubaï, c'est évident, puisqu'ils sont responsables du Moyen-Orient comme zone géographique, et Londres, puisque c'est Londres qui s'occupe d'Israël et des territoires palestiniens. Donc, pour vous dire, notamment depuis hier, nous avons une demande croissante. Dans un premier temps, on a eu des demandes d'évacuation depuis Israël. Donc, comme je vous le disais, on en a plusieurs qui sont actuellement en cours, à la fois vers la Jordanie, donc en passant au nord de la Cisjordanie, mais aussi en passant par l'Égypte, donc au sud. Et puis, depuis hier matin, on a un nombre croissant, mais vraiment exponentiel, de demandes d'évacuation depuis Dubaï vers Oman. On a aussi eu des demandes d'évacuation de Dubaï vers l'Arabie Saoudite, mais ce sont des délais beaucoup plus longs.
étant donné la distance qui sépare les deux pays. Et du coup, voilà, on est en train de mettre en place plusieurs moyens en fait, de sortie du territoire donc de Dubaï vers Oman. Pour vous dire, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrions mettre en place un système de bus quotidien qui pourrait donc faire des évacuations en plus grand nombre. Là, pour le moment, on faisait des évacuations en véhicule classique qui permettaient d'accueillir jusqu'à 4 personnes à bord, plus le chauffeur. Mais voilà, ce sont des territoires pour lesquels notre planification opérationnelle est plutôt très bonne. Et donc, pour vous dire, aux Émirats Arabes Unis, nous avons 5 prestataires, 5 partenaires en fait, logistiques et sécuritaires de confiance qui nous appuient là très activement dans cette gestion de crise et sur ces mouvements, par la route. Pour vous donner un ordre d'idée, Dubaï-Mascate, c'est à peu près 8 heures de trajet. On a déployé l'un de nos collègues hier à la frontière entre Dubaï et Oman. On a des temps d'attente qui sont naturellement plus longs que d'habitude, étant donné l'afflux de personnes traversant cette frontière. On est à peu près à 2-3 heures en moyenne, mais voilà, c'est vraiment à titre indicatif et vous pourriez avoir une expérience très différente de cet ordre de grandeur-là. Pas de visa. Alors, il y a un certain nombre de nationalités qui sont exemptes de visa pour rentrer à Oman si le séjour ne dépasse pas 14 jours. C'est le cas, par exemple, de la France. Donc, c'est important de le savoir. Et puis, comme je vous le disais, un accroissement, en fait, des capacités aériennes au départ d'Oman, avec par exemple Egyptair, etc., qui sont en train de voir pour positionner plus de vols au départ d'Oman. Et ensuite, de là, on peut rejoindre le Caire, on peut rejoindre Istanbul, on peut rejoindre l'Inde, on peut rejoindre l'Europe, etc. Donc, ce qui donne des options de sortie de territoire assez rassurantes, surtout étant donné la situation et on va dire le stress que l'on sent monter pour un certain nombre de personnes, de familles basées aux Émirats. Voilà, et nous sommes aussi en train d'effectuer un mouvement de Bahreïn jusqu'en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un premier mouvement que l'on a initié et qui est en cours en même temps que je vous parle. Et aussi pour faciliter cette gestion opérationnelle, nous sommes en train de travailler sur des flat rates, donc en fait des coûts fixes pour que lorsque vous nous sollicitez pour certains mouvements, on est capable de vous dire, de vous donner un ordre de grandeur sur le prix, que ce ne soit pas du coup du cas par cas, mais que ce soit standardisé, et ce qui permet aussi à vous d'aller plus vite dans votre prise de décision, et puis à nous-mêmes pour la partie administrative et puis mise en place du plan d'action, d'aller également plus rapidement. Donc voilà, on sort de call de crise, donc voici les dernières informations. Hier, on a fait à peu près une 50aine de mouvements par la route, donc comme je vous le disais, vers Oman, mais aussi vers la Jordanie et l'Égypte depuis Israël. Et pour vous dire, les équipes sont fortement mobilisées. On a activé notre système de renfort des équipes, bien entendu, puisque nous sommes à des centaines de cas. Donc on n'a pas encore compilé une vision très claire, mais pour vous dire, ce matin, du côté du centre d'assistance de Dubaï, c'était à peu près 35 cas de l'heure, donc ce qui est assez conséquent. Les outils à disposition, c'était très important pour moi de vous le rappeler, puisqu'on a aussi beaucoup de demandes de la part de clients vers les centres d'assistance pour de l'information, pour de l'assistance ou même pour des outils digitaux qui peuvent presque être auto-répondus, si je puis dire. Donc, pour vous rappeler que nos équipes d'analystes, que ce soit au centre régional de Dubaï,
ou au Centre de sûreté régionale de Londres veille 24/7 sur la situation. Et vraiment, quand je dis 24/7, c'est même à la minute, grâce à différents outils et grâce à nos propres capteurs, y compris humains, déployés et présents sur zone. Donc, nous émettons des alertes sécuritaires et notamment des special advisories, donc qui sont le niveau d'alerte le plus élevé, notamment donc, dans une situation où des frappes se produisent. Donc, je vous invite à vérifier que vous êtes bien inscrit. Vous pouvez soit les recevoir par email en vous inscrivant via votre portail membre. Vous pouvez les recevoir via l'application Assistance App. Je vous ai remis le QR code pour que vous puissiez la télécharger et l'activer. Via le portail membre aussi. Donc, toutes ces options sont valables à la fois pour vos voyageurs, vos expats et pour vous, security manager, bien entendu. Et en plus de cela, les security managers ont accès à la plateforme Manager View et pour ceux qui ont transitionné, bien entendu, notre nouvelle plateforme Quantum qui vous permet aussi de visualiser où est-ce que vous avez de l'exposition et d'accéder aux dernières alertes, aux dernières analyses et d'accéder également à ce qu'on appelle les party lines. Donc ça, c'est un document de crise qui est bien souvent envoyé par moi-même ou par ma collègue Clémence qui est adressé donc, aux personnes autorisées de nos organisations clientes, qui est un état des lieux informationnel, opérationnel, que l'on publie toutes les 24 heures et qui est extrêmement, on va dire, tactique et qui est un outil d'aide à la prise de décision à mesure que beaucoup se posent la question donc d'évacuer. Et bien sûr, vous avez un accès 24/7 à des experts sûreté via les centres d'assistance. Et je précise, le point d'entrée unique, c'est le centre d'assistance. Je vous ai mis le numéro de Paris, vous pouvez appeler Londres, vous pouvez appeler Dubaï, ça arrivera toujours au même endroit et vous aurez systématiquement le même niveau d'assistance et d'expertise. Mais attention, vos chargés de compte ne sont pas le point d'entrée, ils ne sont pas 24/7. Donc, vous aurez toujours un traitement beaucoup plus rapide de votre demande en passant par le centre d'assistance qui est staffé par ailleurs pour faire face à ce surplus de demandes. Donc, notez bien l'adresse, notez bien le numéro de téléphone, c'est votre point d'entrée unique pour nous activer pour une assistance, pour obtenir une information, pour comprendre quelles sont les options d'évacuation viables si vous êtes à Dubaï ou en Israël, etc., etc. Via le centre d'assistance, nous pouvons également vous partager ce qu'on appelle un Capability Statement ou un Assistance Overview. Donc, je vous avais mis ici une capture d'écran de ce à quoi ressemble ce document. Donc, c'est tout à fait un document que l'on peut partager avec nos organisations clientes et qui va venir faire un état des lieux des différentes options de sortie du territoire. Ça vous donnera une idée de nos partenaires logistiques et sûreté sur le terrain sur lequel on peut conjointement s'appuyer. Ça vous donnera aussi une rapide analyse du niveau actuel d'évacuation, du niveau actuel du risque pays. Donc, c'est des documents opérationnels qui sont disponibles à la demande. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on peut tout à fait avoir des conversations pour vous aider à prendre une décision de rester sur zone ou d'évacuer, hein, pour rien vous cacher. C'est des conversations que l'on a avec nos clients au quotidien, mais voilà, de manière plus significative depuis samedi matin. Voilà. Et puis, par ailleurs, mais peut-être dans un second temps ou à mener en parallèle en tout cas, mais vous savez que nous avons également des équipes de consulting qui peuvent vous appuyer avec l'élaboration de plans de contingence, donc notamment des plans d'évacuation, des matrices d'escalade, des sessions de sensibilisation, ne serait-ce pour comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe, quels sont différents scénarios, facteurs d'escalade, conséquences, comment rester en sûreté, etc., etc. Et on peut bien sûr vous aider à une plus grande résilience en matière de gestion d'incidents, mais vous êtes tous en plein dedans, donc peut-être voilà, à en faire un rétex à l'issue, une fois que les choses seront un petit peu retombées, et puis voir s'il y avait des trous dans la raquette qu'on pourrait vous aider à combler.
Donc, voilà ce que j'avais à vous dire en 45 minutes. S'il y a des questions, et j'en vois, je suis tout à fait à votre disposition pour y répondre là dans les dizaines de minutes qu'il nous reste. Je me les affiche. Donc, nous avons une première question sur les niveaux de risque pays et si ceux-ci ont été accrus. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas eu de modification des risques pays, des risques sécuritaires pays à ce stade. Vous savez que le niveau de risque pays, c'est une grille de lecture extrêmement importante et c'est surtout une grille de lecture structurelle et non conjoncturelle parce que on sait les conséquences que peut avoir le changement d'un risque rating sur vos politiques de gestion des risques pays. Donc voilà, on n'a pas eu de changement à date. Encore une fois, les analystes pays réévaluent en permanence la situation sur le terrain. Et si changement du niveau de risque pays il devait y avoir, c'est typiquement quelque chose dont vous seriez informé par le moyen d'une alerte sécuritaire. Ensuite, j'ai une question sur la Turquie. Est-elle menacée par l'impact potentiel de cette situation? Alors, il faut savoir que pour la Turquie, nous n'avons pas apporté de modification au risque, ni au risque pays, ni à nos conseils voyage. Donc, pour l'instant, hormis la zone avec la frontière iranienne qui, je crois, à vérifier, a fait l'objet d'une fermeture ou fermeture sous condition. Voilà, c'est la seule chose pour l'instant que l'on a remonté côté analyse. Alors ensuite, on a d'autres questions sur l'activation d'une évacuation auprès d'International SOS. Comment est-ce que cela se passe concrètement? Donc, le point d'entrée, je vous le disais, c'est vraiment le centre d'assistance, soit le plus proche, ou soit celui de Paris, si c'est là, depuis Paris, qui est géré votre compte. Et à partir du moment où vous nous indiquez vouloir évacuer un certain nombre de collaborateurs, la première chose que l'on vous demandera, c'est de remplir ce qu'on appelle un manifeste d'évacuation. Donc, très concrètement, c'est un document où on vous demandera nom, prénom, numéro de passeport, date d'expiration, etc., etc. Donc, voilà, vous avez une petite dizaine, voire douzaine de colonnes. Et donc, voilà, c'est important aussi que voilà, vous ayez une visibilité très précise de qui est sur place, qui est sur zone et potentiellement concerné par une évacuation à très court ou à court terme, parce que vous en avez probablement déjà fait l'expérience, mais c'est toujours difficile et fastidieux de collecter les datas concernant vos personnels et notamment les informations de passeport. Et pourtant, ce sont des informations dont on a besoin pour aller de l'avant et pour monter un plan d'action. Donc, du coup, la première étape, c'est de recevoir le manifeste d'évacuation. La deuxième étape, c'est pour International SOS de vous proposer un plan d'action. Un plan d'action, c'est-à-dire voilà, quelles sont les options de sortie du territoire. Est-ce qu'on vient récupérer vos PAX, vos personnels directement à domicile? Est-ce qu'on leur demande de converger vers un point de rassemblement? Voilà, donc ça, ce sont des choses que l'on revoit ensemble. On travaille sur un plan d'action qu'on vous soumet. On vous soumet également un devis
naturellement. Et puis, sur la base de cela, on valide le plan d'action et on s'exécute. On met en place une boucle, en général c'est WhatsApp, avec les évacués, avec notre partenaire sur le terrain, et puis avec vous, la personne autorisée ou la personne de contact qui nous a donné, la consigne de faire évacuer vos collaborateurs. Donc voilà très concrètement comment ça fonctionne. Et donc plus vous vous y prenez à l'avance, et bien sûr plus c'est fluide. Et donc pour toutes ces discussions, je vous invite vivement à contacter le centre d'assistance, même si c'est à ce stade juste pour prendre le pouls, de comprendre ce qui est possible, et même si dans l'immédiat, vous ne voulez pas aller de l'avant avec une évacuation, ce qui n'est pas notre conseil. Encore une fois, je vous rassure là-dessus pour les monarchies du Golfe. Voilà. J'ai aussi une question sur Chypre. Alors, pour Chypre, encore une fois, pas d'évolution structurelle, ni au risque pays, ni à nos conseils voyage. Donc voilà, les déplacements peuvent se poursuivre. Nous avons émis une special advisory du coup dans la nuit du 1er au 2 mars, invitant à éviter la zone de la base militaire anglaise, là où il y a eu donc ces explosions qui ont été rapportées. Et puis je voyais également une question concernant les Émirats arabes unis, et spécifiquement concernant Dubaï. Nous sommes sur pareil, hein, donc nous avons émis un certain nombre de special advisories depuis ces dernières 72 heures maintenant. Et notre conseil, c'est de rester confiné en lieu sûr. Et donc, c'est aussi, non seulement c'est notre conseil, mais c'est aussi le conseil des autorités sur place. Et puis, d'éviter toutes les zones qui ont été affectées par soit des débris ou des attaques plus directes, et d'être capable de rester dans des zones sécurisées, et de privilégier en fait les zones plutôt aux étages bas. Vous le savez comme moi que Dubaï, on a énormément d'immeubles de grande hauteur, ce qui font des cibles aussi faciles pour tout ce qui est attaque aérienne. Donc voilà, ayez bien en tête que tout ce qui est parking, etc., sont des zones à privilégier, sachant que voilà, contrairement à Israël, ce n'est pas une menace à laquelle on est habitué, et donc il n'y a pas de notion spécifiquement de shelter. Et puis on pose aussi la question pour Abu Dhabi, et les conseils seraient les mêmes. Je continue de répondre à vos questions qui sont très nombreuses, et je vous rassure, si je n'ai pas l'occasion de répondre à toutes, on reviendra vers vous par mail ou par téléphone directement. Un plan d'évacuation, et l'évacuation a-t-elle un coût? Faut-il un membership spécifique? Alors, oui. Oui et oui. Donc, le plan d'évacuation, donc la constitution d'un plan d'évacuation, effectivement, c'est une prestation, on va dire, complémentaire, qui relève du consulting sûreté, et qui vient donc au-delà du membership. Le plan d'évacuation, en général, c'est un document que l'on travaille en temps de paix pour pouvoir l'activer en temps de crise. Quand on est en temps de crise, à l'instar de voilà, la période que l'on traverse ensemble actuellement, je vous conseillerais de vous rapprocher plutôt directement du centre d'assistance, et que l'on travaille ensemble sur un plan d'action en vue d'une évacuation imminente. Le grand avantage du plan d'évacuation, c'est surtout un avantage méthodologique et de préparation des esprits pour éviter
effet de surprise et puis aussi cet effet de enfin voilà, très anxiogène causé par une dégradation abrupte de l'environnement sécuritaire. Le plan d'évacuation préparé en amont permet voilà, de définir quels sont les rôles et les responsabilités, comment est-ce qu'une évacuation est déclenchée, ce que ça implique, et puis pour vous évacuer, quel serait leur rôle, à quoi peuvent-ils s'attendre de votre part, l'organisation, à quoi peuvent-ils s'attendre de la part d'International SOS, etc., etc. On fait souvent des sessions de sensibilisation sur ces plans, sur qu'est-ce qu'un grab bag, donc vous savez, ce sac d'urgence à avoir préparé. Et d'ailleurs, vous êtes plusieurs à nous poser la question de que mettre dans le grab bag. Donc ça, on a préparé un document qu'on sera ravis de partager avec vous pour que vous puissiez à votre tour briefer directement vos équipes sur place. Donc voilà, c'est le strict minimum à prendre avec soi. Donc le plan d'évacuation, encore une fois, voilà, ça peut être une prestation spécifique. Et l'évacuation a-t-elle un coût? Oui, aussi. En général, c'est un coût qui peut être absorbé et pris en charge par votre assurance. Donc, assurez-vous aussi quelle est votre couverture assurantielle en matière d'évacuation sécuritaire. Dans certains cas, en fait, on peut faire une avance de frais en votre nom. Et puis, donc voilà, souvent ça se passe comme ça. Dans d'autres configurations, c'est à l'entreprise d'avancer les coûts. Donc voilà pour la réponse à cette question-là. Ensuite, une autre question. Voilà, on me demande de confirmer. Donc, International SOS propose un plan d'action pour l'évacuation, demande à l'entreprise de remplir le manifeste d'évacuation, de le renvoyer à International SOS. Absolument, vous avez très bien compris. C'est l'ordre des choses. Comment priorisez-vous les déplacements de Dubaï vers Oman? Alors, pour être honnête, c'est première arrivée, premier servi, sachant que nos capacités, comme je vous le disais, devraient s'accroître. Notamment si nous pouvons mettre des bus en place pour des transferts quotidiens. Et est-ce uniquement pour les ressortissants omanais? Non, absolument pas. C'est pour des ressortissants de toute nationalité. Donc effectivement, s'il y a des Omanais on va dire, rapatriés à Oman, on peut le faire, mais c'est surtout une offre de service qui est proposée pour vos expatriés ou leurs dépendants, tout comme des voyageurs d'affaires, surtout si certains étaient bloqués en transit. Et je sais que, je me doute que parmi vous, beaucoup ont eu des personnels en transit qui se retrouvent donc bloqués. Du coup, le conseil, c'est de prendre un hôtel et soit voilà, d'attendre que la situation commerciale aérienne se débloque. On a quelques petites fenêtres. Sinon, c'est de voir avec nous quels sont, voilà, par quel moyen est-ce que l'on pourrait faire sortir les différentes personnes. Voilà. Je regarde pour prendre d'autres questions sur le support de présentation. Alors, vous allez recevoir l'enregistrement. Donc, oui, vous aurez accès au support de présentation. Voilà, sur la frontière terrestre entre Abu Dhabi et Dubaï. Alors, je regarde mes notes, mais normalement, il n'y a pas de sujet. Voilà, donc ça, je pourrais vous le confirmer, mais normalement, les frontières terrestres, aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de sujet particulier. Voilà. Ensuite, je regarde pour prendre... voilà, donc on avait aussi des collègues restés bloqués à l'aéroport de Doha en transit. Donc, voilà, j'y ai précédemment répondu. Alors, je regarde. Concernant les scénarios crédibles, succession au pouvoir,
Voilà. Alors, on est en train de travailler justement sur différents scénarios pour la succession. Bon, à ce stade, on n'a pas d'option crédible qui semble émerger, voire plaire. On a Donald Trump qui, dans ses grandes déclarations, a indiqué avoir déjà préidentifié 3 personnes, mais sans révéler qui seraient ces personnes. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du fils de l'ancien chat. Voilà, je vois que le temps s'échappe et qu'il faudrait vraiment pouvoir répondre dans les détails. Je vous propose qu'on continue de répondre à cette question par écrit. Et puis, bien sûr, ça fait partie des éléments analytiques que l'on traite à la fois dans les alertes que vous recevez et dans nos party lines. Voilà, Antoine, je vois que tu t'es reconnecté, donc je te rends la parole pour conclure. Et puis, naturellement, on reste à votre entière disposition. On est très fortement mobilisés pour répondre à toutes vos questions. Donc, vraiment, ne les gardez pas pour vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci pour votre attention. Exactement. Merci Béatrix pour cette présentation sur l'état des lieux de la situation actuelle. Pour toutes les personnes qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, je vous invite à les réécrire dans le questionnaire de satisfaction qui s'affichera dans quelques secondes. On vous y répondra dans les meilleurs délais et je vous invite également à prendre quelques secondes pour répondre à ce questionnaire qui nous permet, nous, d'améliorer la qualité de nos webinaires. Comme l'a dit Béatrix, vous recevrez le support ainsi qu'un replay du webinaire dès cet après-midi. Et nous vous invitons également à nous rejoindre mardi prochain, le 10 mars, lors de notre conférence annuelle, où nous pourrons également faire un petit point de situation sur la guerre et sur les évolutions. En vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.